Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la série de podcasts Restart. Pour ceux qui nous rejoignent, il s'agit d'un podcast où l'on échange avec des entrepreneurs qui sont passés par l'expérience de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Léa Lutzramoul, qui est décoratrice et harmonisatrice d'intérieur et qui a pour mission de faire de votre intérieur un lieu ressourçant à travers une déco authentique et intuitive. Hello Léa. Salut Lisa. Donc Léa va revenir avec nous sur son parcours, avant la décoration d'intérieur, sur son déclic qui l'a fait changer de voie justement, ses formations et évidemment, elle nous présentera son activité et pourquoi pas nous livrer quelques anecdotes sur son quotidien d'entrepreneur. Est-ce que tu es OK avec ça, Léa? Ouais, c'est parti quand tu veux. OK, super. Bon, bah, ce que je te propose dans un premier temps, tu peux peut-être, pardon, nous parler de ton parcours, avant l'entrepreneuriat et avant la décoration d'intérieur? Ouais. Et ben, j'ai décidé d'être décoratrice d'intérieur, donc j'ai été directrice de centre de loisirs. Ça faisait déjà, 14 ans que je travaillais dans ce métier, donc d'abord comme animatrice et ensuite, comme directrice de centre de loisirs. Donc OK. d'abord comme animatrice, moi j'ai commencé l'animation à mes 17 ans, comme, plein de jeunes, qui font ça, tu passes le BAFA. Tu bosses les mercredis, les vacances scolaires et puis ça te permet d'avoir un peu d'argent de poche. Donc voilà, je faisais ça comme ça. En parallèle, j'étais au lycée, ensuite à la fac et donc quand j'étais à la fac, donc j'ai fait 2 années de droit, 2 1 années de droit, hein, je tiens à préciser, pour pas upgrader mon niveau, en fac de droit et du coup en deuxième première année de droit, il y a vraiment un jour où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là, en fait?» Donc ça, c'est le petit truc à retenir de moi, c'est que souvent, je peux mettre longtemps à changer. Par contre, le moment où je décide, c'est, je prends un virage radical et je me casse, quoi. Donc je suis plus partie de la fac, je suis partie de ce cours magistral et je n'y ai plus remis les pieds. Ah oui, tu étais en amphi quand tu t'es dit ça, quoi? Ouais, ouais, ouais et OK. vraiment le prof me parlait, enfin je sentais bien que je prenais plein de culture générale dans ce que j'étais en train d'apprendre, hein et je me suis dit: «Mais enfin, pourquoi?» Oui, OK, je voulais être avocate, c'était un métier que j'avais en tête depuis peut-être, 5-6 ans, après avoir changé 15 fois de métier. J'ai d'ailleurs jamais voulu être décoratrice d'intérieur, hein, quand j'étais petite, OK. mais bon, ça c'est un autre sujet et par contre, quand j'étais plus jeune, je savais que je voulais devenir chef d'entreprise. OK. Voilà, donc mais le moment où je suis partie de la fac, heu, je suis rentrée à la maison, donc il y avait mes parents, je vivais encore chez eux. Ma mère m'a dit: «OK, d'accord, tu arrêtes, très bien, enfin vraiment on soutient ton choix, mais par contre maintenant il faut trouver ce que tu vas faire, quoi. Enfin, c'est pas, juste tu rentres à la maison et tu attends que la vie se fasse». Je travaillais déjà dans l'animation à ce moment-là et je me suis dit: «Bah, en fait», enfin de fil en aiguille, ça s'est fait en quelques mois quand même, mais il y a eu un moment où je me suis dit: «Ben, en fait, je crois que je vais me professionnaliser dans l'animation». Donc ça a été plutôt un choix, par défaut, un peu parce qu'il fallait trouver quelque chose, OK. heu et puis, pour, la petite anecdote aussi, donc ma mère, elle travaillait dans le milieu de l'éducation, enfin de la petite enfance pour être exact OK. et mon père, lui, était chef d'entreprise. Donc OK. j'ai un peu suivi les 2 modèles, parentaux. D'abord celui de ma mère en tant que salariée. C'était pas franchement un milieu qui me convenait enfin en tant que salarié et du coup en travaillant auprès des enfants et après, bah, j'ai suivi donc mon père était avec son entreprise d'électricité pendant plus de 30 ans. Heu, donc aujourd'hui, moi, je suis aussi d'une certaine manière un peu proche du bâtiment et chef d'entreprise donc voilà. OK. Il y avait quand même une inspiration familiale, à devenir chef d'entreprise. Donc à l'image de tes 2 parents finalement? Ouais, j'ai testé les 2. J'ai fait un peu ma faillite vers ma vers ma mère. Après, j'ai dit: «Ah non, ça me plaît pas». Donc aujourd'hui, je fais un peu ma faillite vers mon père. Je sais pas trop ce que ça me rapporte, mais voilà. Et du coup, pour revenir à ce moment où tu étais à la fac et où tu t'es dit: «Qu'est-ce que je fais là?» et qui t'a amené justement à te professionnaliser dans un métier que tu faisais déjà. Tu disais que c'était, justement ta mère qui t'avait un petit peu influencé sur ce choix-là. Pour autant, est-ce que c'était un choix qui te plaisait? Est-ce que tu aimais faire ce métier?
Ah oui, oui, moi j'aimais beaucoup. Moi je pense qu'elle m'a influencée sans le savoir, tout comme mon Mmh. père pour l'entrepreneuriat, Bien sûr. puisque, mes parents étaient mes parents, j'adorais, enfin voilà, c'est des modèles pour moi. Mais pour autant, bah, oui, du coup, moi, je prenais un grand plaisir à travailler auprès des enfants. Alors animatrice, j'ai aimé ça, mais très vite, j'ai senti que j'avais envie de prendre beaucoup plus de responsabilités. Manager OK. des équipes, enfin, j'ai toujours aimé avoir des responsabilités dans mes différents postes, même, enfin même au lycée, j'étais, déléguée au conseil d'administration, au conseil de vie lycéenne, enfin fallait toujours que je prenne des responsabilités, là où d'autres vont juste faire, ce qu'il y a à faire. Moi non, il fallait que je prenne des responsabilités, quoi. OK. Et donc du coup, bah, ça s'est traduit dans l'animation aussi, où très vite j'ai voulu devenir, d'abord directrice adjointe, puis après directrice de centre de loisirs. Donc à 24 ans, ouais, à 24 ans, je prenais ma première re direction pleine de centre de loisirs. Donc comme ça, il y en a beaucoup qui pourraient se dire, «Oui, bah, ça va, on travaille juste avec des enfants, c'est pas grand-chose». Quand on est directrice de centre de loisirs, on est quand même responsable pénalement des enfants, donc il y a quand même il y a une responsabilité qui est énorme, en fait. Mmh. On participe à leur éducation et donc ça, bah, c'était vraiment hyper plaisant, quoi. Et cette prise de responsabilité justement à 24 ans, elle t'a effrayée ou pas? De Non, dire: «Je suis responsable pénalement de la vie finalement d'enfants, de maternelle»? non. Non, non, moi j'étais plutôt à l'aise avec ça. OK. Hem Pour moi, les enfants, c'est vraiment quelque chose de précieux, qui mérite qu'on y porte toute son attention et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a amenée à quitter le métier aussi à un moment, c'est qu'il y a vraiment eu ce moment où j'ai senti que moi, je pouvais plus me donner à 100. Et qu'à un moment, des enfants fassent les frais du fait que moi, je ne sois plus en capacité de mener à bien une équipe pour s'occuper d'eux, bah, en fait, non, c'était pas réalisable, en fait, c'est les enfants, ils méritent des gens qui ont envie de s'occuper d'eux. Donc moi, j'ai plus envie de m'occuper de vous, bah, je me casse. Voilà, Mais c'est le point. non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, cette approche parce que, d'un point de vue très extérieur, et là, je ne parle pas de ce que je peux penser, mais on pourrait se dire: «OK, elle est partie parce que ça allait pas comme elle voulait, parce que c'était trop dur et cetera». Et alors qu'en réalité, à travers ton discours, tu dis: «Bah non, en fait, c'est parce que j'aime trop les enfants et que j'étais plus à ma place et que je me sentais plus en pleine capacité de leur donner, mes compétences et mon travail que je suis partie, c'est pour eux». Et je trouve que c'est une approche hyper intéressante de se dire: «Bah, c'est aussi pour le bien-être des enfants que je suis partie». Ah ouais, moi, pour laisser la place effectivement à des gens qui avaient envie de faire ce métier, je pense que c'est essentiel. Enfin, j'étais déjà dans un métier qui était pas forcément très valorisé de base. Mmh. Soumis à toutes les directives, liées à l'éducation nationale, soumis, à tous les changements, enfin voilà, là je te liste un peu tout ce qui a pu faire que je suis partie, mais soumis à tous les changements politiques. Hem, c'est un métier au niveau en termes de rémunération, qui est mais c'est affolant Mmh. des rémunérations comme ça quand on a en charge l'éducation des enfants. Hem et je reste intègre quand je dis qu'on a en charge l'éducation des enfants puisque effectivement, l'éducation nationale fait sa part en termes d'éducation scolaire. Nous, on avait une éducation à la vie sociale, on avait une éducation, en fait aussi à ce que c'est être citoyen, à, une éducation dans la vie avec les autres, dans la vie, communautaire, en fait. Mmh. Et c'était ça notre impact. Mmh. Non, non, Donc, mais c'est, pour moi, c'est un métier qui mérite une une plus grosse reconnaissance. Sauf qu'à un moment, est-ce que j'avais envie de changer le monde? J'ai un peu essayé pendant 14 ans de faire ma part en fait, de ce côté-là. Et puis il y a un moment où, je te remercie d'avoir dit que c'était aussi un peu par amour les des enfants, mais il y avait aussi quelque chose de très égoïste, à un moment, j'ai envie de faire quelque chose pour moi qui me plaît et qui va me satisfaire, beaucoup plus pleinement. Oui, dans ma dernière expérience professionnelle, je me sentais hyper bien. J'avais une équipe d'animatrices au top. Enfin, voilà, j'avais vraiment, un directeur qui était génial. Je pouvais, faire mes horaires un peu comme ça m'arrangeait, sur certains points. J'avais une grande liberté, des responsabilités. J'étais plutôt proche de chez moi. Enfin, j'avais un confort de vie. Alors,
j'étais à un salaire, quand même, qui restait, humble, heu, puisque je touchais à peu près 1 500 € par mois, mais moi, ça me convenait en tout cas dans mon rythme de vie. Voilà. Mais il y a eu un moment où je me suis dit: «Est-ce que j'ai envie de garder ce confort-là, avec ce salaire-là? Ou est-ce que j'ai envie d'aller, ben, vers autre chose?» Heu et la réponse, elle a été en fait d'aller vers autre chose, quoi. Avec Mmh, tout ce que ça engendre finalement de devenir entrepreneur, heu, mais j'ai préféré quitter ce confort-là. mmh. Je pense que c'est le cas de beaucoup de corps de métier, un peu similaires, des métiers de la fonction publique et ça s'est exacerbé en plus avec la crise sanitaire où, c'est des métiers qui sont très importants pour la société, clairement l'éducation, la santé, et cetera. C'est des métiers où la mission est importante et pour autant, c'est pas forcément des métiers qui sont valorisés, que ce soit en termes d'image, heu, auprès des citoyens, mais aussi en termes, de salaire. Donc je dis ça, sans faire aucune politique ou quoi, mais je pense qu'il y a une vraie souffrance, auprès de pas mal de corps de métier comme le tien et je pense qu'on est alors ça, c'est un avis aussi personnel, je pense qu'on est une génération où justement on n'a plus trop envie de subir, ça et plus trop envie d'être dans un confort et plus dans la recherche de l'épanouissement professionnel finalement et peut-être que nos parents ou nos grands-parents avaient moins, pas ce courage parce que c'était aussi, ça vient de l'air du temps, on va pas se mentir, on est influencé voilà, par notre génération, par, la société et cetera. Mais peut-être avaient moins, cette volonté-là d'aller, chercher l'épanouissement professionnel au travail au dépit, des conforts que tu as pu citer, là juste avant. Hem, Moi, je voulais revenir aussi sur un petit aspect de ta vie d'avant, le management. Est-ce que ça t'a Ouais. plu le management? Alors, ça dépend. Ouais, On va dire que sur ma première expérience de direction, ça a été catastrophique. OK. Mais vraiment et aujourd'hui, j'ai un regard en toute transparence. Moi, je suis vraiment arrivée, beaucoup trop sûre de moi. Alors je pense que tout n'était pas à jeter dans ce que j'avais en tête, mais je suis arrivée beaucoup trop sûre de moi, avec une équipe qui était pas du tout prête à bouger et en fait, moi je considérais que j'avais le bon avis, la bonne solution, la bonne façon de penser et qu'eux, ben, comme ils voulaient faire, c'était tout pourri quoi, pour la faire polie. Et forcément, bah, ça a merdé en fait. Enfin forcément, je me suis pris un peu une équipe en pleine tronche. Donc j'ai été assez solide, enfin j'ai été, suffisamment solide pour rester 3 ans là-bas, pour quand même, mettre en place des choses, qui ont, bah, voilà, qui ont fait avancer, aussi. Mais j'aurais pu aller plus vite, non pas forcément plus vite, mais j'aurais pu aller plus loin si j'avais l'équipe à mes côtés. Parce que c'était une équipe hyper volontaire qui faisait des choses vraiment chouettes. Par contre, qui avait toujours été habituée à ne pas avoir de directives et de responsables qui les cadraient. J'ai même appris par la suite qu'ils se sont plaints de leur, directeur d'après qui ne leur donnait pas assez de cadres. Donc là, j'ai dit: «C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité». Mais tant mieux en fait, tant mieux qu'ils soient allés enfin, peu importe en fait pour eux, si je regarde simplement à titre personnel, j'ai moi ça m'a ces 3 années-là avec cette équipe-là, ça m'a vraiment appris à tourner ma langue 7 fois dans la bouche. Ça m'a appris un peu l'humilité aussi, enfin, en fait que j'ai pas réponse à tout. J'ai découvert la communication non violente à ce moment-là. J'ai fait des formations, enfin ça m'a vraiment ouvert des portes, pour envisager le management différemment. Et OK. du coup, quand je suis arrivée sur ma dernière, expérience de direction, deuxième et dernière, bah, là, ça a été merveilleux, en fait. Enfin, puisque tout ce que j'avais emmagasiné pendant ces 3 années, précédentes, j'ai pu le mettre au service d'une équipe, bah, tout aussi volontaire, mais avec qui ça a vraiment bien matché. Et du coup, ben, c'était, pour moi, ça a été un vraiment, mais ça a été du plaisir. Ça a pas empêché qu'il y ait des personnes, mais de façon individuelle, avec qui ça ne passe pas. Après, c'est comme ça peut pas être, 100 gagnant à chaque fois, mais par contre, on a pu, faire des belles choses avec les équipes avec qui j'étais, ouais. C'est d'ailleurs une de mes animatrices qui a trouvé le nom de Cozy Casbah, de mon Ah entreprise. oui, avec qui tu avais échangé de ton projet, Bah, de ouais, j'en avais parlé bien évidemment à l'équipe et un jour, bah, je disais, à tout le monde,
Bon, ça s'appelait Jolie Petite Casbah à l'époque, mais c'était en projet, c'était le nom du compte Instagram. Ouais, entre parenthèses, Cozy Casbah qui est le nom de ton entreprise. On l'a pas Oui, Cozy précisé, Casbah c'est qui est vrai? le nom de mon entreprise. C'est vrai que pour moi, ça paraît évident, mais donc à l'époque, c'était Jolie Petite Casbah et comme avec l'équipe d'animatrices et d'animateurs, on aimait bien, mettre des noms, j'allais dire un peu marketing, même si on cherchait rien à vendre en fait. On cherchait toujours à mettre des noms qui allaient stimuler la créativité, l'imaginaire, enfin, qui allaient donner envie aux enfants de venir faire, nos activités. Donc des noms aux activités, vous leur Ouais, trouvez on des mettait noms des un noms. peu glamour Ouais. pourquoi? Pour le programme? Ouais, c'est ça. OK. Pour le programme qu'on mettait en place. C'était sur la dernière expérience, c'était un peu plus pour les parents puisqu'on était quand même avec des maternelles. Ouais, Donc à ce moment-là, j'étais avec, vraiment des tout petits, mais j'ai toujours eu l'habitude, dans toutes mes expériences de faire ça, de mettre des noms, hyper sympas, pour donner cette envie aux enfants, et du coup, alors bien sûr, on faisait en sorte que le contenu soit là derrière le nom, hein, bien sûr. C'est le pas du marketing mensonger. voilà, c'est ça. C'est un super Heu exercice ça. Ouais, ouais, bah, c'était hyper chouette, mais comme j'avais cette habitude-là avec les équipes, un jour, je leur ai dit: «Bon, voilà, aujourd'hui, l'entreprise, enfin, en tout cas, le compte Instagram, puisque à l'époque, ce n'était qu'un compte Instagram, s'appelle Jolie Petite Casbah. Moi, je veux garder Casbah, parce que ça, c'est une évidence, c'est ce que je veux garder, mais par contre, Jolie Petite Casbah, ça me plaît pas», voilà et je leur ai dit donc «Yallah, à vous, c'est parti, quoi». Donc je leur ai dit ça en fin de réunion, sur un temps informel et puis quelques semaines après, j'ai, une animatrice qui arrive, pour prendre son poste. Elle vient me voir, elle me dit: «Léa, Cosy Casbah, ça te parle?» Et je lui ai dit: «Mais banco, en fait, enfin, c'est ça y est, le nom était trouvé, en fait». Enfin, c'était, tout de suite, j'ai vu le truc, quoi. Tu as eu le Voilà. déclic. Ouais, donc mon ancien métier a quand même fortement contribué à à la création de mon entreprise, c'est certain. Et tu dirais que justement tu étais, stimulée, de façon créative et intuitive justement. Est-ce que cette stimulation, ça t'a poussé à penser justement à la décoration d'intérieur? Qu'est-ce qui t'a amené à ça finalement? Alors, j'aime bien cette question parce que, non, ce qui m'a amenée à la décoration d'intérieur, je suis partie faire un jeûne avec des amis. Un OK, jeûne, tu sais, quand tu vas, ne pas manger là pendant plusieurs jours. OK. Donc, entre parenthèses, je ne referai jamais ça. Oui, c'est ce que j'allais 4 te jours, demander. voilà, au bout de 4 jours, j'ai remangé. Heu, mais C'est bon, quoi? ça c'est C'était une semaine? ouais, c'était une semaine. Donc voilà, au bout du 4e jour, je suis allée dans le frigo piquer du jambon. Ça a fait encore rire mes copines qui, le lendemain, elles se sont réveillées, je leur ai dit: «Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai mangé». Enfin vraiment, c'est n'importe quoi. Mais j'ai fait une nuit d'insomnie, donc parce que j'ai vraiment je me sentais pas bien de ne pas manger. Ça a été intense comme semaine et ça faisait un moment que je réfléchissais à partir. Je savais pas pourquoi, en fait, je savais pas pourquoi je voulais partir. Donc et à cette époque-là, je ne m'imaginais pas que je pouvais juste partir. Alors qu'aujourd'hui, si je devais refaire différemment, je ferais sûrement différemment sur ce point-là. C'est-à-dire il n'était pas forcé que j'ai une porte de secours pour partir. Ça, je pense que c'était aussi mon reste que m'avait laissé un peu ma maman sur ma dernière expérience, genre: «OK, tu arrêtes la fac, par contre, qu'est-ce que tu fais derrière, quoi?» OK. Donc c'était Voilà. plus un point là, ce que tu dis, c'est que, tu pensais à ce moment-là que tu avais besoin d'un point d'atterrissage pour partir. Tu pouvais pas Ouais, partir pour te ouais, poser justement, pour réfléchir à ce que tu faisais, quoi. exactement. OK. Et du coup, bah, cette nuit d'insomnie, je sais pas, je regardais mon téléphone et d'un coup, je me suis dit: «Oh, mais la décoration d'intérieur, ça a l'air sympa». Voilà et vraiment, ça s'est fait comme ça. Et là, OK. par contre, donc on en revient à ce truc, le moment où j'ai eu décidé, là, par contre, c'était parti. Enfin, je sais pas, 10 jours après, j'étais inscrite, en formation de décoration, et 1 an après, je quittais mon travail, quoi. Ah oui, donc en fait, là, tu as eu ce déclic pendant cette nuit d'insomnie, de ce jeûne et 10 Ouais, jours après, tu étais inscrite en ouais, école, donc tout en continuant ton job, de directrice, du coup? ouais, c'est exactement ça. Alors ça, c'était une grande utopie aussi. Mais c'est bien, j'ai eu plein d'utopies, pendant ce projet. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir, continuer mon métier, parce qu'ils te le vendent bien, hein, les commerciaux, des écoles à ce moment-là, mais oui, vous allez pouvoir continuer votre métier et vous ferez,
vous ferez 2 heures, enfin, il fallait que je fasse en gros 2 heures de travail par jour, à raison de 5 jours par semaine et en 1 an, ma formation, était terminée. Je me réentends encore le dire ce truc: «Non, mais dans 1 an, je pourrais avoir fini». Et puis, bah, en fait, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que ça a tenu 1 mois ce truc. Pendant 1 mois, effectivement, j'ai fait ça, mais sauf qu'à un moment, moi, si j'ai décidé de partir en entreprise, c'est que je voulais, enfin, je le dis maintenant, j'aurai peut-être l'occasion de le redire plus tard. Si j'ai créé mon entreprise, c'est pas pour bosser 10 heures par jour, hein. Et non, mais c'est ceux qui font ça, ils sont dans les enfin, dans les boîtes où il y a des patrons et où en fait, très bien, mais enfin, où il y en a peut-être qui font ça en tant qu'entrepreneur. Tant mieux, mais moi, c'est pas mon si je suis venue, enfin, si j'ai choisi cette reconversion, c'était, justement pour avoir, plus de temps pour moi, pouvoir être plus à mon écoute, enfin, voilà. Et donc, bah, de mêler un emploi salarié à 35 heures, avec quand même un petit peu de trajet pour aller jusque là où j'allais et puis que par ailleurs, quand je rentre à la maison, donc déjà j'ai fait toute ma journée au travail dans un métier qui me plaît plus trop à ce moment-là. Heu et le soir, je rentre et il faut que je fasse des cours. Bah, non, ça a pas tenu, ça a pas tenu plus d'1 mois. Voilà, j'ai jusqu'en janvier de l'année, donc là, on était en juin, donc jusqu'en janvier de l'année suivante, j'ai pas retouché une seule fois mes cours de formation. Donc c'était une formation de décoration d'intérieur par correspondance que j'avais choisie et on est en 2018, je crois, à ce moment-là, quand, voilà. Donc j'avais pas retouché une seule fois mes cours, et en janvier, en fait, à un moment, je je me mets en arrêt de travail, enfin, le médecin me met en arrêt de travail parce que je suis à saturation. En fait, je me sens comme prise au piège, à continuer mon emploi salarié et à la fois, à avoir cette envie d'aller de l'avant, de changer, mais en fait de ne pas pouvoir le mettre à l'œuvre parce que je n'ai aucun moment, vraiment disponible pour, ben, en fait, enfin, quand je dis aucun moment vraiment disponible, dans mon emploi du temps, c'était viable, hein. J'avais du temps disponible, mais à un moment, mon Pas cerveau, il a dispo pas la mentalement. bah, ouais, mon cerveau, il a pas la capacité d'emmagasiner des infos, à raison de 12 heures par jour. Enfin, c'était juste pas viable du tout, quoi. Et donc ça, c'était combien de temps après le démarrage de ta formation que tu as eu ce truc où tu t'es 6 mis mois en après, du coup. 10 mois C'était en après, OK. juin, ouais, en juin, je me suis inscrite et 6 mois après, je me suis dit que ça allait pas, en fait. Enfin, Ouais. Et du coup, tu t'es mis en arrêt et tu as pu te j'étais en arrêt, concentrer, un petit peu plus ouais. sur ta J'ai formation? j'ai été en arrêt 1 mois et demi, OK. et déjà, j'ai pris du temps pour moi. Effectivement, petit à petit, j'ai recommencé à mettre, à remettre le pied à l'étrier de mes cours, en fait. Enfin, tu vois, je me suis sentie disponible assez rapidement pour, bah, pour apprendre ce nouveau métier, finalement. J'ai même eu l'occasion de faire un petit stage d'une semaine, chez une grande décoratrice, je dis grande parce qu'elle est connue, lyonnaise du coup. Ça a été une semaine vraiment hyper enrichissante et du coup, quand j'ai repris mon emploi, au bout d'1 mois et demi d'arrêt, bah, j'avais un entretien de reprise et mon directeur, s'attendait déjà en fait à ce que je fasse ma demande de rupture conventionnelle. Je suis revenue, je lui ai dit: «Bah, voilà, j'aimerais avoir une rupture conventionnelle». Il m'a dit: «Bah, je m'en doutais», parce que je lui avais parlé de ma formation. Il était au courant que je voulais déjà, j'avais déjà ce projet de changer de métier et donc on a convenu ensemble qu'en mai, je quittais mon emploi, quoi. Donc 1 an Et après, tout pile, après mon inscription, heu, à l'école de décoration, je quittais mon ouais, j'ai obtenu une rupture conventionnelle et je quittais mon emploi. ouais, j'allais te demander, il a été tout de suite OK pour la rupture Ah conventionnelle? oui, oui, mais oui. Ah vraiment, quand je dis que j'étais dans des conditions, de travail idéales, là où j'étais, bah, vraiment c'est sincère. C'était un endroit où être salarié était confortable. Mmh. Donc Pour revenir sur ce que tu disais justement, quand tu as eu ce déclic et que, tu t'es inscrit en école, directe et que tu t'es dit: «Bon, bah», je pense que tu t'es dit, hein: «2 heures par jour, c'est faisable», typiquement. Moi, j'ai eu un petit peu le même truc, quand je me suis inscrite dans mon école de coaching et en fait, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai eu la sensation quand j'ai eu ce déclic et je me suis dit: «OK, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai envie de faire». Tu as un peu le syndrome superwoman, je peux tout faire. Maintenant, j'ai trouvé mon truc, donc je vais pouvoir le faire, en fait.
Et moi, typiquement, j'habitais Aix-en-Provence, j'avais mon job à Lyon, je devais travailler 12 heures par semaine. Bah oui, 12 heures par semaine, les allers-retours à Lyon, mon travail de salarié qui était très prenant et très énergivore et puis ma formation où j'avais, accessoirement un mémoire à faire, et et pas mal de coaching. Je me suis dit: «C'est tout à fait faisable». Au bout d'un moment, c'est pas que le tempérament, c'est aussi le corps qui te qui te dit, «Non, non, non, ça va pas se passer comme ça». Et moi, typiquement, ouais, ça a été des moments, enfin, c'est pas tout beau, tout rose et je pense que c'est important aussi, de se poser quand tu as ce déclic-là et si tu l'as, c'est top, mais de se poser et de se dire: «OK, comment on va le faire?» de façon réaliste et de pas se dire: «C'est pas parce que j'ai trouvé ma voie que tout va être facile et que tout sera possible et que je vais avoir plus d'énergie que d'habitude», parce que c'est faux, tu vois? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et moi, une des choses enfin, quand on me demande, «Ah, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me conseilles?» Le premier truc que je conseillerais à tout le monde, c'est d'être accompagné dans sa Ouais. reconversion. C'est pour moi, c'est une évidence. Enfin, ça peut paraître un peu surfait parce que là, je suis avec une coach et que forcément, je suis en train de dire ça, mais j'ai été accompagnée dans ma Mmh. reconversion, mais heureusement, Mmh. heureusement, parce qu'il y a des moments où j'ai eu des enfin, on dirait pas comme ça, je suis souvent quelqu'un qui donne une impression de je suis une fonceuse, qui a confiance en elle, enfin les gens ont l'impression des fois que rien ne peut m'atteindre, quoi. Ah, c'est complètement faux. Enfin, en fait, j'ai eu des moments de doute, mais imparables, j'ai le Pôle emploi qui m'a sucré mes allocations, pendant 3 mois. Enfin, et si j'avais pas un entourage, qui soit, familial ou professionnel, c'est-à-dire, des gens qui sont en capacité, qui ont de voir ce qui se passe, de me dire: «Bah, non, là, c'est illégal ce qui se passe», ou alors, «Bah, là, les doutes que tu as là, en fait, à peu près tous les gens qu'on accompagne ont ces doutes-là, donc vas-y, continue à creuser parce que tu vas voir qu'au derrière ce doute, il y a quelque chose d'intéressant, en fait, Mmh. à venir piocher». Bah, sinon, on est en proie à ses propres peurs, quoi. Mmh. Enfin, moi, Clairement. j'ai fait face à mes propres peurs et et c OK, aujourd'hui, ça m'a appris à me connaître, mais ce qui m'a appris à me connaître, c'est que j'avais des gens de confiance à côté de moi qui m'accompagnaient, quoi. Enfin, Mmh. Ah oui, je te rejoins tout à fait, d'autant plus que en fait, l'entrepreneuriat, ton entreprise, c'est un prolongement de toi-même, mmh, clairement. C'est ton ADN et si toi, ça va pas ou si mmh, toi, tu as des trucs que tu as pas réglés, je dis pas automatiquement, mais en général, ça va aussi se ressentir sur ton business, en fait et je suis complètement, OK, enfin d'accord avec toi sur le fait que enfin, se prendre soin de soi et être accompagné dans les prémices de sa démarche entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose c'est pas courageux, je trouve ça normal, en fait, de le faire parce que justement, si tu veux, vivre une activité pérenne sereinement, bah, voilà, sois en bonne santé mentale, physique, prends soin de toi et puis voilà, quoi. C'est hyper important et il y a des gens qui voient ça comme un signe de faiblesse peut-être, alors que, bah, à quel moment prendre soin de soi, c'est un signe de faiblesse, en fait? C'est voilà, c'est normal et ça devrait être un petit peu plus démocratisé. Je pense que ça le devient de plus en plus, mais ouais, je te rejoins là-dessus totalement. Hem, du coup, après justement cette formation, après cet arrêt de travail, cette rupture conventionnelle, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? bah, de toute façon, moi, c'était certain pour moi que j'allais, créer mon entreprise. Ouais. Ça, j'en étais certaine. Il y en a qui se lancent en formation de déco, qui savent pas trop encore, ce qu'ils ou ce qu'elles veulent faire. Pour ma part, c'était certain, voilà, le projet, en fait, hein, le premier projet, c'était de créer une entreprise et après on verrait pour la déco, quoi. Enfin, limite, c'était un peu ça. Hem Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai fini ma formation de décoration. Non, je suis en train de la faire à l'envers. J'ai d'abord créé l'entreprise, donc en décembre 2020. Donc, comme on voit, il y a quand même un laps de temps, hein, entre, le moment où j'entame ma formation, donc c'est en juin 2018, je m'inscris, à la formation. En juin, 2019, du coup, j'ai ma rupture conventionnelle et je crée l'entreprise en décembre 2020. Donc ça enfin, j'ai eu l'impression que ça a été, 3 années
certes de formation de décoration, mais aussi d'apprentissage, à ce qu'est la vie entrepreneuriale et de découverte de moi. Enfin, j'étais pourtant, déjà, sur la voie du développement personnel depuis de nombreuses années, mais en fait, il y a eu un avant et un après salariat, quoi. Enfin, OK. le moment où j'ai quitté mon emploi salarié, c'est comme si j'avais eu tout de suite l'info qu'il était temps que je me crée un nouveau réseau. Ma vie, personnelle a complètement changé à ce moment-là, c'est-à-dire que mon entourage amical a été, complètement révolutionné, à ce moment-là aussi et c'est pas anodin, enfin, c'est un changement tellement important dans la vie que tout a bougé, en fait. Sur tous les plans de ma vie, ça a bougé à ce moment-là. Et donc j'avais cette conscience qu'il était important que je me crée un nouveau réseau. Donc j'ai commencé à aller, mais à un nombre de soirées, pour femmes, mais hallucinant, en fait. Je crois que toutes les semaines, j'en avais une. J'ai vécu des trucs, mais à l'opposé de mes valeurs, mais que je pouvais pas trop le savoir avant. Enfin, des trucs hyper bling, C'est-à-dire? de Lyon, enfin, tu vois? Où tu es là avec plein d'influenceuses lyonnaises, enfin vraiment, mais je me disais: «Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là?» Et à la fois, Tu t'es tant rappelé mieux. quand tu étais dans ton amphithéâtre de fac de droit, «Qu'est-ce que je fous là?» Sauf que là, il y avait quand même des petits fours et du champagne, donc ça donnait quand même un peu plus envie de Un peu rester, plus mais sympa, ouais, bien sûr. et que j'avais payé en plus, donc mais enfin, tu vois, ça a été, il y a eu il y a eu ce moment-là où j'ai commencé à faire plein de types de soirées différentes et du coup, j'ai commencé à rencontrer plein de femmes. Heu et dont certaines qui sont aujourd'hui devenues mes amies, puisqu'en fait, à force voilà, de rencontres, il y en a avec qui ça a mis du temps, mais aujourd'hui, il y en a qui sont, amies, voire même des fois un peu partenaires de Cozy Casbah, hem, qui sont même des fois ambassadrices, enfin qui sont devenues des clientes, quand je dis ambassadrices, parce qu'elles ont été clientes, donc elles parlent au mieux de mon activité, enfin et je crois que ça, c'est une des plus belles choses que j'ai fait à ce moment-là, mais de façon spontanée, en fait. J'ai Mais compris qu'il était temps de réinventer mon environnement et ça s'est fait tout seul, quoi. OK, donc en fait, quand tu as vécu, ta rupture conventionnelle, enfin, juste après ta rupture conventionnelle, tu t'es dit: «Il faut que je rencontre des nouvelles personnes». Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça justement? J'ai du mal à le comprendre justement Et en dans fait, ces je dis que je me suis dit, mais en vrai, je me suis pas dit puisque je l'ai fait. Je sais pas si tu sens ce ouais, ouais, que ouais, complètement. que souvent quand on se dit les choses, ça veut dire qu'on n'est pas en train de les faire. Mmh. Si j'ai le temps de me dire, «Oh là là, faudrait que je fasse ça», ça veut dire que je suis pas en train de le faire. Alors que Mmh. moi, j'ai même pas cherché à savoir, juste à ce moment-là, je me suis vraiment servie d'Instagram, parce que j'avais envie je sentais que mon horizon avait besoin de s'éclaircir, en fait. C'est comme si j'étais enfermée dans quelque chose à ce moment-là, qui m'empêchait de voir toutes les possibilités qu'il y avait autour de moi et du coup, enfin, ça a été, c'était aussi le moment où je me mariais, donc par exemple, tu vois, je cherchais plutôt quelqu'un qui allait faire du maquillage, tu sais, des maquillages naturels, tout ça, donc mais j'ai rencontré un nombre de gens, mais à tout point de vue, heu et mine de rien, en fait, ça a commencé à créer des réseaux. Je me suis rendu compte que: «Ah tiens, il existe des cercles de femmes». J'avais jamais entendu parler des cercles de femmes avant ça, donc il y a 3 ans, quoi et puis, en fait, je me suis dit: «Ah tiens, je vais aller essayer ce cercle de femmes». Et puis en fait, à ce cercle de femmes, j'ai rencontré des femmes, ouais. Et puis voilà et puis il y a d'autres endroits où, j'ai gardé le lien avec personne et tant mieux parce qu'en fait on n'est pas on est sur la même planète, mais on vit pas dans le même monde, quoi, Mmh. Mmh. heu, donc ça, peu importe, tant mieux, que j'ai mais voilà, je me suis pas dit que j'allais le faire en tout cas. Je me suis pas dit: «Oh là là, il faut que je Juste fasse tu ça». l'as fait Juste je l'ai fait. et du coup, spontanément, tu es allée vers les femmes? Ouais OK. et parce qu'avant j'étais dans un milieu d'hommes. Et que, ah là là, les femmes, c'était trop nul. J'avais vraiment un truc avant avec les femmes, hein, dans ma vie d'avant, on va dire. Heu et puis, dans tout ce passage-là de ma vie, voilà, je suis allée, creuser aussi là, pendant ces 3 années, je suis allée creuser du côté du féminisme, je suis allée creuser aussi du côté
ce que j'appellerais plus comme ça maintenant, mais c'est plus populaire de le dire comme ça, du développement personnel. Enfin, j'ai vraiment, ça a vraiment infusé, enfin, c'est comme si j'étais allée plus loin dans chacune de ces choses et en fait, ça a nourri aussi ma posture. Enfin, tu vois, typiquement, le fait d'être allée voir du côté du féminisme, aujourd'hui, j'écris un maximum, mes textes sur Instagram, sur mon site, en écriture inclusive. Parce que ça m'a sensibilisée au fait qu'il y a des choses que, bah, en fait, moi, je peux faire à mon niveau et qui vont rendre, mes propos accessibles. Hem, Tu vois, je suis pas du tout engagée dans ces mouvements-là, mais voilà, le simple fait d'avoir essayé, d'avoir je sais pas, je sentais que j'avais une fibre avec ça et donc voilà. Et donc pour revenir, plus précisément à ta question, oui, je suis allée vers les femmes, mais parce que je sentais que j'avais besoin déjà de me réconcilier avec moi, en fait. Enfin, si je suis une femme et que je m'évertue à dire que les femmes, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, que les femmes, ça va pas, que les femmes, de toute façon, elles se crêpent tout le temps le Mmh. chignon, que les femmes en fait, je ne fais que parler de moi à ce moment-là. Parce que je suis en train de parler des femmes, mais je suis quoi, du coup? Moi, parce que je me considère en Mmh. tant que femme, donc je pourrais très bien avoir une autre considération de ma personne, mais je me considère en tant que femme, donc plutôt que d'aller dévaloriser les femmes et donc en fait à me dévaloriser, il était vraiment temps que je me retrouve et que je sois fière en fait d'être celle que je suis. Déjà en commençant juste par être, en paix avec le fait d'être une femme, quoi. Ouais. C'est une super approche, je trouve, justement de se dire, et ça en dit long aussi sur les femmes qui critiquent les femmes aussi, tu vois? Moi, j'avais jamais pensé cet aspect-là et cette dimension-là et je trouve qu'elle est hyper intéressante justement. C'est: «Moi, je suis quoi finalement?» et est-ce que tu peux dire que justement dans cette période, donc si je comprends bien, c'était mai, c'est ça ta rupture conventionnelle, Ouais, jusqu'à décembre de l'année d'après, tu es un peu partie à la découverte de toi finalement, avant, de sauter le pas, quoi? ouais. Bah, entre mai et septembre 2019, septembre 2019, je me suis mariée, donc en fait, entre mai et septembre 2019, je suis encore restée, j'ai dit: «OK, là, de toute façon, jusqu'à octobre, jusqu'à» voilà, parce que je me marie fin septembre, «jusqu'à octobre 2019, clairement, je vais rester focus sur ma vie perso. De toute façon, j'ai pas d'énergie à mettre ailleurs», donc et j'ai dit octobre, mais après on est parti en voyage de noces. Donc ça a donné plutôt une reprise en novembre 2019 et donc novembre 2019, je me remets à fond sur mon enfin sur ma formation, en me disant vraiment: «Ça y est, c'est parti quoi». Ma formation en ligne, j'avais 3 ans pour la faire, mais au rythme que je voulais en fait. Mmh. Heu, c'est, heu, c'est une formation, assez complète et qui m'a, donné plutôt des bonnes bases et c'est pas une formation où il y a un suivi, particulier. Juste pour, la précision, la décoration d'intérieur, c'est un métier qui ne demande pas de qualification. Donc on peut exercer, absolument sans diplôme, N'importe qui, demain, je peux dire que je suis décoratrice d'intérieur, quoi. Personne viendra partie des m'embêter avec ça. ouais, OK. complètement. C'est que c'est pas on n'est pas sur un C'est pas métier de réglementé, ouais. voilà, c'est un métier qui est non réglementé, donc il y a pas besoin de diplôme pour l'exercer. Il existe des diplômes pour l'exercer, mais il y a pas besoin de ces diplômes-là pour l'exercer. Voilà. Heu voilà. Moi, j'ai fait le choix de faire quand même enfin, de prendre une formation parce que j'avais envie d'apprendre les logiciels. Enfin, voilà, ça a été mon choix, mais il est possible de faire autrement, totalement. Est-ce que tu peux nous parler de Cozy Casbah? Alors ouais, je peux parler de Cozy Casa. Qu'est-ce que c'est Cozy Casbah? Et ben, c'est vraiment, j'ai bien aimé quand tu l'as dit tout à l'heure, parce que pour moi, c'est vraiment une extension de moi. Mon projet, à la base, c'était d'être décoratrice d'intérieur. Et puis rapidement, dans ma formation, je me suis rendu compte, que la décoration d'intérieur pour la décoration d'intérieur, ça me plaisait pas. C'est-à-dire que moi, faire du beau pour le beau, je comprenais pas le concept. Heu, il manquait en fait, j'avais besoin de mettre du sens, dans ce truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis décoratrice et harmonisatrice d'intérieur, parce que dans l'harmonisation, on peut voir l'harmonisation encore sous le prisme de la beauté, mais pour moi, l'harmonisation, elle est pas esthétique. L'harmonisation, elle se vide sur le principe des ressentis. OK. La décoration, c'est vraiment le superficiel.
en se souvenant que la décoration enfin, que superficiel pour moi est un terme qui n'a pas à être jugé, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais c'est superficiel. C'est comme la peau, ma peau est superficielle. C'est sans ma peau, je ne peux pas vivre. Donc la décoration, c'est le superficiel, c'est l'enveloppe, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Heu et ça, ben, il y a des personnes qui vont pas être, enfin, c'est pas on va pas tous avoir les mêmes attentes au niveau du superficiel. Et puis c'est C'est-à-dire que subjectif finalement. c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif et après, par contre, le ressenti de bien-être chez soi, ça, moi, je suis persuadée que tout le monde va le chercher. Et au-delà de ce dont je suis persuadée toute seule, c'est que si nous avons aujourd'hui des habitats, ça a toujours été, c'est l'habitat est à la base fait pour se mettre en sécurité. Donc pour les premiers hommes, l'habitat était fait pour se mettre en sécurité des prédateurs. C'est un lieu où on vient se mettre en sécurité. Donc la partie harmonisation, pour moi, elle vient beaucoup plus faire écho à toute cette dimension-là qui est pas forcément prise en compte dans la décoration d'intérieur et du coup, bah, moi qui me tient à cœur parce que souvent la décoration d'intérieur, on a une idée assez arrêtée de ce que c'est. On voit ces magnifiques projets, heu, Pinterest. voilà, ton Pinterest, heu, est inondé, de trucs qui sont à la portée de, je pense, à peu près 2 de la population de la Oui. planète, et pourtant, bah, ça nous fait, pour beaucoup rêver, c'est inspirant, voilà. Moi, j'ai senti que cette approche-là, elle me parlait pas. Donc je l'ai d'abord expérimenté chez moi, c'est-à-dire que, chez moi, je trouve ça beau, on trouve ça beau avec mon mari, mais surtout d'abord, on s'y sent bien, en fait, enfin, donc voilà, donc Cozy Casbah, c'est ça, en fait. Pour même parler du nom, le cosy, ben, voilà, on le sent tout de suite ce que ça veut dire Mmh. cosy, quoi. C'est un endroit où on se sent bien. Le cosy, il parle pas de: «Est-ce que c'est beau?» en fait. Le cosy, alors on peut voir le cosy de manière jolie, mais c'est un endroit où on se sent bien et le casbah, bah, c'est en hommage à mes origines algériennes. La casbah, ça veut dire, la maison en arabe et c'est aussi un quartier populaire, d'Alger. Donc OK. pour moi, c'est ça, c'est cosy casbah, c'est un petit peu ce cosy, on voit souvent quelque chose de peut-être un peu épuré, mais cocooning, tout ça et casbah, c'est le foutoir, en fait, mais c'est moi, c'est-à-dire que moi, je suis un joyeux mélange entre quelque chose de bien rangé, mais de complètement bordélique, quoi, enfin de complètement personnalisé, vivant. Non, mais C'est pas c'est un super nom. En tout cas, j'adore Cozy Casbah, ça mélange je trouve que c'est très toi pour te connaître. Effectivement, c'est vraiment un prolongement de toi-même ce nom. ouais. Mmh. Hem, du coup, comment on fait pour se sentir bien chez soi? Concrètement? Comment on fait pour se sentir bien chez soi? Et ben, on fait comme tu viens de faire, on se pose la question. Ouais. C'est une priorité, en fait, hem, après, on va partir à l'écoute de nos ressentis, on va se reconnecter à notre créativité. Moi, en tout cas, c'est surtout ça que j'accompagne. Mais la première chose, c'est de quoi j'ai besoin autour de moi pour me sentir bien? Mmh. Heu, heu, Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Mais du Si justement, enfin, je veux dire concrètement, même si j'aime pas trop ce mot, mais ça passe par mettre des objets en particulier? Ça passe par une disposition des meubles? Qu'est-ce que tu entends justement par, aider les gens à se sentir bien chez soi? Comment tu fais pour les aider toi? moi, j'accompagne de 2 manières, à la fois en feng shui ou à la fois, en déco et harmonisation, simple. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur le feng shui qui a le Ouais, vent en poupe, en ce moment. Le feng shui, c'est une méthode, à part entière quand on veut, avoir un intérieur feng shui, c'est qu'on est prêt à s'investir dans une méthode. C'est pas, si par exemple, la méthode nous dit que là on va mettre plutôt du rouge, je fais exprès de prendre une couleur qui satisfait, le moins de monde possible, heu et que nous on se dit: «Ah bah non, mais moi là je veux du bleu» et ben ouais, mais du coup, ça pourra pas être feng shui. d'accord. Donc c'est vraiment le feng shui, c'est vraiment un processus, enfin, c'est un Ah ouais. procédé avec des règles. C'est quoi exactement? Parce qu'effectivement ça a le vent en poupe comme tu dis,
des fois, on voit des intérieurs, on se dit: «Ah, c'est très feng shui, c'est très, optimal, on s'y sent bien, c'est optimisé». Mais qu'est-ce que c'est Ouais. concrètement, en fait, le feng shui? Le feng shui, c'est en tout cas celui que moi j'ai appris et que je pratique, parce qu'il existe, et ça c'est important de le savoir, plusieurs écoles de feng shui qui ont des manières de fonctionner totalement différentes. Donc moi, celui, qui m'a été enseigné donc par Florent Gallet, qui est un géobiologue, lyonnais, c'est un feng shui qui permet de mettre en résonance l'environnement extérieur avec, l'intérieur de l'habitat. Et pourquoi je fais ça? Puisque le principe du feng shui, c'est de faire circuler les énergies à l'intérieur de l'habitat. Comme on vient finalement encombrer la nature avec un faut vraiment le voir comme ça. C'est à la base, le feng shui, ça a été fait plutôt par des populations, qui pouvaient être nomades, qui allaient se déplacer, donc à chaque fois, ils allaient refaire le feng shui. Le moment où j'installe mon lieu de vie, le but, c'est que ça ait le moins d'impact possible sur l'environnement extérieur, puisque l'environnement extérieur a besoin de pouvoir continuer à faire circuler ses énergies. Donc si je viens faire circuler les énergies aussi à l'intérieur, eh ben, j'ai un impact moindre sur ce qui se passe autour de moi. OK? OK. Alors, je parle en termes d'énergie, mais faut savoir que le feng shui et la géobiologie sont, directement liés à l'écologie, hein. En feng shui, si on a rien qu'un truc, si vous avez du wifi chez vous et que vous me dites que votre appart, il est feng shui, bah, déjà non, en fait. Déjà, c'est plus Donc il y a possible. très peu d'apparts feng shui, Voilà. dans les populations civilisées, si je comprends bien? Ah mais oui, bien sûr, enfin, à un moment, on ne peut pas mettre, une énergie qui tue le vivant et en même temps dire: «Non mais moi, c'est trop feng shui chez moi». Bah non, c'est pas possible. En fait, il y a une énergie de mort qui circule chez toi, donc comment l'énergie de vie pourrait circuler chez toi? C'est pas viable. Donc Et tu voilà. et tu Et du disais coup, voilà, le que feng shui, c'est ça, c'est de faire circuler les énergies à l'intérieur de la maison, avec un process hyper, mathématique, puisque moi j'ai réappris, enfin j'ai pas réappris, mais je me suis resservie à ce moment-là de mon compas, de mon rapporteur. Je pensais pas un jour refaire ça et du coup, bah si, aujourd'hui je me resserre de ces choses-là, quoi. c'est pas pour faire des rosaces. Et pas pour faire des rosaces. Peut-être des fois j'en fais encore, mais Ouais, mais ça pas quand je fais du feng tu peux shui. pas me dire que tu as pas fait de rosaces, tu as pas été Ouais, tenté ah par si, bah si, si. Si, si, bien sûr. mais et du coup, justement, toi, tu as appris les règles du feng shui, pourquoi? Pour les transgresser, pour faire un process un petit peu moins rigide que ce qu'il est? Comment ça se passe, toi, ton approche, justement? Moi, mon approche, elle est plutôt que justement, si les gens m'appellent pour me dire: «Je veux faire du feng shui», je vais sonder. Je vais sonder la capacité qu'ils ont à pouvoir se plier à cette méthode et si je sens que c'est pas viable, moi, je vais leur dire: «On peut atteindre le bien-être à la maison sans faire du feng shui». C'est qu'à un moment, faire une méthode pour en faire on voit plein de gens, hein, qui ont réadapté le feng shui, la méthode moderne du feng shui traditionnel, enfin c'est, ah ouais? Enfin des choses qui me paraissent vraiment, absurdes et enfin, on voit des gens qui nous expliquent que, les horloges, elles tournent dans le sens inverse limite, quoi. Il y a des choses qui sont plutôt aberrantes, donc moi, ce que je fais, c'est plutôt je vais sonder. Si les gens ont vraiment cette démarche, mais parce que, il y a une espèce c'est comme s'il y avait une espèce de curiosité et à la fois d'humilité. C'est-à-dire que je suis humble face à cette technique ancestrale, qui va m'apprendre des choses. Je vais me rendre compte aussi en pratiquant le feng shui, bah, qu'il y a des choses que j'ai sûrement fait instinctivement. Le feng shui, quand on veut le mettre en place, souvent on a déjà une connexion avec. C'est-à-dire que les gens chez eux ont déjà fait des choses de manière hyper instinctive. OK. Voilà. Parce que, bah, en fait, on a cette connexion et que, naturellement, on a fait ces choses-là, chez nous, quoi. Et par contre, il y a des petites choses à revoir, il y a des petites choses à enfin des grosses choses même des fois à remettre en place pour, que l'énergie circule. Mais après pour moi, on n'a pas besoin du feng shui pour se sentir bien chez soi. Donc des gens qui ont pas envie de faire le feng shui, moi je vois pas l'intérêt en fait de leur faire une étude feng shui de leur lieu de vie. On va partir plutôt sur de l'harmonisation, heu et on va atteindre, parce que moi j'ai toujours des petites pointes de feng shui, dans mes conseils, il y a des petites choses, voilà. Mais, ça veut dire qu'on va plutôt se concentrer sur la personne, ses besoins. Alors que sur le feng shui, je pars vraiment du feng shui et après je vais mettre en résonance les besoins de la personne avec la méthode. C'est-à-dire que le but, c'est que les 2 matchent ensemble, en fait.
le feng shui du lieu de vie avec, qui est la personne. Alors en déco et harmonisation, affranchie du feng shui, là je pars vraiment, de la personne, de ses besoins et du coup on va pas suivre une méthode pour arriver à faire quelque chose, quoi. OK. Et justement, en fait, il y a beaucoup aussi de préjugés, enfin, pas forcément de préjugés, mais on se fait une idée de ce qu'est, une décoratrice d'intérieur ou une harmonisatrice en se disant: «Bah, elle va me choisir mes meubles, moi, je viens d'acheter un appartement, bah, je veux que ce soit beau, du coup, je fais appel à Léa et du coup, elle va tout redécorer, ça sera très beau et très harmonieux et je vais m'y sentir bien». Évidemment, j'anticipe ta réponse, mais on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Concrètement, moi, je suis une personne, j'emménage dans un nouveau lieu, j'ai des goûts très affirmés, donc j'ai pas envie que tu me choisisses mes meubles à ma place. J'aime voilà, j'ai pris soin de moi, je veux que mon intérieur soit agréable, mais j'ai envie d'être accompagnée. Concrètement, comment ça se passe? Je prends Et moi contact avec toi ouais. et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a déjà 2 choses. La première, c'est que c'est moi qui choisis les personnes avec qui les personnes que je vais accompagner, pas OK. l'inverse. On a souvent l'impression que: «Ah, je vais choisir ma décoratrice». Moi, s'il y a quelqu'un que je sens pas, je vais lui dire non. Je Si j'ai quitté mon confort dans la vie salariale avant, c'est pas pour aujourd'hui, avoir un objectif financier. Bien sûr que j'en ai avec mon entreprise, mais moi, si demain, Cozy Casbah doit cesser parce que, bah, en fait, ça n'a pas fonctionné, Cozy Casbah cessera, en fait. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est ma priorité, c'est mon confort et mon bien-être. Donc, si je fais pas ce métier pour à tout prix avoir des clients. Je fais ce métier pour accompagner des personnes qui ont envie de se sentir bien chez elles. Et du coup, je rebondis, quel type de Ouais, client tu recherches justement? C'est quoi un client avec qui ça matcherait? Même si j'imagine qu'il y a une question de feeling et tu le vois avec un échange, ouais, mais mais qu'est-ce que tu recherches et que tu recherches pas justement chez tes clients? ouais. Bah, je peux te dire ce que je recherche parce que, bon, on commence à toucher au client type là, en ayant ce type d'échange, mais moi, il y a 2 types de personnes avec lesquelles je vais avoir envie de travailler. C'est soit des femmes, soit des familles. OK. Des femmes parce qu'on a dans nos lignées ou vécu nous-mêmes, des traumatismes importants et que pour moi, le fait de prendre soin de son habitat, c'est vraiment une façon de participer à sa propre connexion à soi-même et à sa propre reconstruction. Le lieu de vie, c'est une extension de moi. Tu le disais tout à l'heure sur l'entreprise, mais sur le lieu de vie, c'est pareil. Mon lieu de vie est une extension de moi. Mettre des intentions dans la matière, c'est-à-dire prendre soin de mon habitat, c'est prendre soin de moi. D'une certaine manière, c'est comme ça que ça marche et heu et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc j'accompagne en tout cas vraiment des femmes, à pouvoir se réinventer, heu, grâce aussi à comment elles vont investir leur habitat. Mais parce que pour toi, c'est féminin ça justement? L'aspect d'avoir vécu des traumatismes et de prendre soin de son habitat, c'est réservé aux femmes? Hem, C'est pas une question piège, hein, mais justement, ouais, ouais, c'est non, mais je c'est une question intéressante, c'est pour ça que je prends le temps d'y répondre. Pour moi, c'est pas tant que c'est réservé aux femmes, puisque non, on a tous et toutes un potentiel traumatique important. Hem, D'autant plus que si on part du principe que nous sommes tous et toutes sortis d'une femme, et qu'on a un patrimoine génétique et que notre patrimoine génétique porte, les infos de nos ancêtres, sachant que chaque lignée de femmes, porte en elle des traumatismes, notamment de violences conjugales, de violences sexuelles. Heu, que je sois un homme ou une femme, je porte forcément en moi des traces qui viennent d'une femme puisque je viens d'une femme. Voilà, c'est un petit peu, alambiqué, mais pour moi, c'est déjà important de le mmh. repréciser. Mmh mh. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de m'occuper de femmes parce que je me sens, heu, plus légitime à le faire, déjà parce que je le suis, et j'accompagne des hommes seuls et ils seront les bienvenus et ceux qui il y en a déjà eu 2 cette année, donc c'était avec grand plaisir, mais tu vois, ça a été des hommes de mon réseau qui, bah, en fait, qui m'ont fait confiance et voilà. Donc
Donc moi, je dis des femmes, mais parce que, j'aime bien parler au féminin, parce que j'applique aussi beaucoup le, tu sais, quand on a plusieurs règles grammaticales et on peut notamment parler en fonction du nombre. C'est-à-dire que plutôt que de dire le masculin l'emporte, chose avec laquelle je suis, totalement en désaccord, je peux aussi me dire: «Bah, en fait, ma cible, finalement, est-elle plus masculine ou féminine?» Étant donné que ma cible est plus féminine, je vais parler plutôt au féminin, je vais plutôt m'adresser à une cible féminine. S'il y a des hommes qui se sentent concernés par ça, ils sont les bienvenus. OK. Bon, bah, Voilà. super super réponse, très complète. Du coup, je te coupais dans Ouais. ton Donc voilà, donc plutôt explication. des femmes, ayant vécu des traumatismes, ou sinon des familles, en fait. Alors des familles, dans les 2 cas, que ce soit des femmes ou des familles, je m'adresse plutôt à des personnes qui sont ouvertes d'esprit, à des personnes qui sont sensibles aussi. Alors sensible pour moi, c'est vraiment connecté à mes ressentis. Le moment où je dis sensible, ça veut pas dire que je pleure, dès que je vois un bébé panda. Ça veut dire que je suis connectée à mes ressentis. Donc pour moi, c'est important que les personnes que j'accompagne, soient dans cette sensibilité. Hem, J'aime bien, plutôt accompagner des gens qui sont autonomes. Donc tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement des personnes qui font appel à des décorateurs ou des décoratrices pour qu'ils leur fassent tout. Ça t'est Et déjà en arrivé d'avoir ce type de client? Non, puis de toute manière, je les attire pas, et de 2, je leur dirais non, mais parce qu'en fait, moi, le ma mission à moi, c'est d'accompagner des personnes qui ont des fois un doute sur des choses, qui ont peut-être, qui se questionnent trop sur leur créativité, enfin qui ont peur de faire des erreurs sur, de la déco, des fausses notes. Des personnes ouais, qui sont vraiment dans un doute ou qui ont envie des fois d'élargir leur zone de confort. C'est-à-dire: «Aujourd'hui, je sais ce que je peux faire, j'ai envie d'aller un peu plus loin». Voilà. Ça, si on a envie de pouvoir, aller encore plus loin que ce qu'on est capable de faire, ah bah, clairement, faut faire appel à moi puisque moi je pousse toutes les portes, hein, donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pas de style particulier en décoration, j'ai pas de moi, j'ai le mien pour chez moi, donc forcément, si on regarde mon compte Instagram, on peut se dire: «Ah bah, cette décoratrice, elle fait que ce style-là». Mais en fait, là, en ce moment, j'accompagne des clients, qui ont un style plutôt, moderne, contemporain. Tu me verras jamais de mettre du moderne contemporain chez moi, enfin, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas moi qui vais vivre chez eux, en fait. Enfin, j'ai pas de jugement de valeur à avoir. Par contre, si à un moment je vois que quelque chose, au-delà de l'esthétisme, va à terme pouvoir soit les déranger, soit, les mettre mal à l'aise, c'est ça, moi, qui m'importe. Et justement, après ce 1er échange téléphonique, si toi, tu es OK avec la personne et tu sens que ça va le faire en termes d'accompagnement, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que tu as un deuxième entretien où vous parlez inspiration, couleur, émotion, sans trop en révéler évidemment parce que c'est propre à ton activité et à tes services, moi je serais curieuse d'en savoir plus justement sur cette étape juste avant la déco. En gros, moi j'accompagne sur 2 types, enfin j'ai 2 types d'accompagnement. J'ai la séance conseil ou la séance feng shui, pour moi c'est à peu près similaire, hein, les 2. C'est-à-dire que c'est une séance de 2 heures, sous 2-3 heures, c'est assez rare que je reste 2 heures, pendant laquelle, on va parler de toutes les problématiques ou pendant laquelle je vais t'expliquer le feng shui de ton lieu de vie. Donc ça, c'est la séance, en fait. C'est on se voit une fois. Après, souvent, on peut rester en lien, téléphonique. Les gens m'envoient des photos de ce qu'ils font, heu, enfin, il y a plein de j'ai plein de retours des clients que j'accompagne en séance conseil ou en séance feng shui. Et l'autre façon de faire, c'est des projets d'accompagnement. Donc soit un projet d'accompagnement, c'est pas projet d'accompagnement, c'est projet d'harmonisation. Donc soit en harmonisation déco, soit en harmonisation feng shui. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je sépare vraiment les 2. Donc en harmonisation, déco, je vais avoir un donc d'abord les gens vont me dire, je vais les avoir au téléphone, mais souvent les gens avec lesquels je passe, quand ils m'appellent, c'est comme s'ils étaient déjà, persuadés qu'ils allaient faire appel à moi.
j'ai souvent, très peu de choses à faire moi derrière pour, Pour les convaincre? bah, c'est pas tant pour les convaincre, c'est plutôt, ça va être plutôt de les rassurer sur certains points. Parce que comme j'ai une méthodologie un peu atypique en termes de décoration d'intérieur, ils sont habitués à Sophie Vergani sur M6, à Maison à vendre, enfin, tu vois? On a tous et toutes, baigné là-dedans. Donc quand moi je leur dis que je vais, pas leur faire de 3D, pas leur faire de croquis, je vais pas leur faire de planches d'ambiance, je vais pas leur faire de liste de shopping, bah, c'est-à-dire que les 4 fondamentaux, qu'on t'apprend en décoration, je te les fais pas. Donc les gens, ils peuvent, dire: «Ah bon? Mais mais du coup, vous faites quoi?» parce que Que fais-tu? Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? «Ah rien, moi du coup rien, je viens et» non mais voilà, c'est de vraiment je leur explique ma méthodologie. Donc c'est souvent sur ce point-là où, il y a besoin de temps, de les rassurer, de leur expliquer vraiment ce que je fais et après ils me valident l'accompagnement. Une fois que l'accompagnement est validé, là on commence et la première chose que je fais, c'est un rendez-vous de rencontre. C'est-à-dire que le premier truc que je fais en déco, c'est on va se poser 2 heures autour d'un apéro ou de ce que les gens ils veulent et parce que je suis chez eux, donc c'est pas moi qui leur dis de mettre un apéro. Mais je devrais le Mais faire ça d'ailleurs. m'arrange quand même. Mais ça, bah, voilà, ça m'arrange quand même s'il y a un apéro et non, mais en fait, on va se poser et pendant 2 heures, je vais leur poser des questions pour apprendre à les connaître. Qui ils sont? Quel âge ils ont? Est-ce qu'il y a des, comment ça s'appelle? Des animaux de compagnie? Est-ce qu'il y en a qui ont des allergies? Enfin, tu vois, si, il y en a un qui a une allergie plus aux acariens, bah, clairement, je proposerai jamais un tapis, à poils longs, quoi. Enfin, juste et ça, bah, si j'ai pas les infos au préalable, j'ai pas les infos au préalable. Enfin, donc du coup, je vais te faire: «Ah oh, c'est beau chez moi, mais par contre, mon fils, il peut plus respirer, quoi». Super et ben, on est content. Et du coup, je te pose une question, même si je me doute de ta réponse. Il y a, un parcours par client. Il y a pas un parcours type que tu fais, pour, tout le monde ou un questionnaire type. C'est vraiment chaque projet est différent et adapté, à la personnalité de ton client finalement et au passé, au vécu et à la situation familiale et aux volontés et cetera. Enfin, il y en a avec lesquels on est sur des trucs très terre à terre, enfin voilà, plutôt de déco. Et il y en a d'autres, à chaque fois que je suis en rendez-vous d'harmonisation, bah, il y a des larmes, quoi. Parce qu'en fait, quand je suis en train d'expliquer que, ben, là, si à un moment, on met tout contre les murs, c'est peut-être parce qu'on veut juste se cacher, nous, tu vois? Enfin, je veux surtout pas qu'on me voie. Mmh. Bah oui, forcément, enfin et du coup, bah, il y a des remontées d'émotions, il y a des mais voilà, c'est ça, ça se passe avec des personnes qui sont déjà avancées, sur leur connaissance d'eux-mêmes et moi, je perçois plein de choses. Souvent, les gens me disent, «Oh mais regarde pas trop quand tu viens chez moi», donc des amis, hein: «Regarde pas trop quand tu viens chez moi, regarde pas trop parce que c'est pas trop rangé». Mais je «Mais vous pensez vraiment qu'à chaque fois que je vais chez quelqu'un, je me connecte?» Je peux pas, en fait. J'ai beaucoup trop d'infos sur la personne sinon. Et puis c'est pour moi, ce Ouais. serait comme ouvrir un journal intime sans avoir eu l'autorisation. Moi, quand je vais chez des amis, je viens prendre un apéro, j'en ai rien à faire de savoir comment ton meuble il est disposé, comment par contre, si on commence à me poser des questions, bah oui, là, je vais me connecter. Et du coup, on m'a donné l'autorisation d'aller me connecter, en fait. Mais moi, je rentre chez les gens, je me dis pas: «Ah, j'ai déjà entendu ça. Faut tout refaire». On t'a rien Ouais, demandé, en les fait. gens, c'est ce que j'allais dire, tes amis, ils peuvent avoir la pression justement quand tu vas chez eux ou tu as déjà eu ce type de retour, quoi? Copine une fois qui m'a dit, «J'ai l'impression que tu vas lire mon journal intime, quoi». Je lui ai dit: «Bah, sois rassurée, je l'ouvrirai pas. Enfin, je vais en rester au superficiel. Donc je vais regarder autour de moi, mais comme je suis pas venue là en séance déco et ben, je vais pas me dire: "Oh ça faudrait qu'elle le mette comme ça, oh ça faudrait qu'elle le mette comme ci". Enfin, quand je vais chez des amis, j'y vais pour, profiter du moment qu'on va passer ensemble. Par contre, si je me sens très bien, je vais le sentir, en fait. Forcément, je Là, vais c'est sentir comment moi je me sens dans une pièce, mais ça ne dira rien, enfin j'aurais rien à en dire aux gens, c'est comme et si, tu je sais pas, tu manges avec un psy et qu'à chaque fois que tu le vois, il te psychanalyse. mmh, Bah, à mmh un mh. moment, moi, je vais lui dire de se taire, en fait. Enfin, je t'ai rien demandé, on est en train de boire une bière, calme-toi, quoi. Et au-delà de ça, heu, c'est aussi de la déformation professionnelle. Si toutefois tu étais amenée à faire ça comme, une coach qui se met à coacher tous ses potes ou toute sa famille, comme, comme tu disais, un psy qui psychanalyse tout le monde, c'est de la déformation professionnelle et c'est
pas bon non plus pour toi professionnellement parlant, typiquement. Et puis, c'est énergivore. J'imagine que se connecter dans les habitats de personnes, ça doit te prendre de l'énergie, du temps. Et si même dans ton temps libre, où tu es censé profiter avec tes amis, tu le ferais, ouais, ça serait… tu devrais être costaud, quoi. Ah oui, oui, et puis, j'aime bien cette expression, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois? Mm, Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je vais commencer à exercer mon métier, aussi, heu, sur tout mon temps et probablement de manière gratuite mm. et en fait, ben, non, moi autant, ce que je disais tout à l'heure, si Cozy Casbah doit cesser, si à un moment, je suis pas suffisamment rentable et ben, ce sera comme ça. Par contre, pour autant, je connais la valeur de ce que j'apporte, de ce que je fais. Ben, si je t'apporte des choses il faut qu'il y ait un échange et aujourd'hui, l'échange qui existe le plus, à l'échelle planétaire, c'est l'argent, en fait. C'est par l'argent qu'on permet d'avoir cet échange. Mais l'argent est un échange énergétique, donc pour moi, ça rentre vraiment en lien. J'ai souvent eu, dans mes débuts, des gens qui m'ont proposé, «Ah, si tu veux venir t'entraîner, tu peux venir à la maison, hein». Je Oui, l'ai eu aussi, hein, sur un autre ouais, ouais, domaine, mais ouais. je l'ai déjà eu. Je pense que tous les entrepreneurs ont ce pote, ou Ouais. cette pote qui pense vouloir t'aider et qui te Mm. dit: «Si tu veux venir», et en fait, moi, Tu veux je pense que je t'entraîner. leur dis ouais, parce que moi, Et je leur c'est ai dit: «Bah, oui, cette notion d'entraînement, elle est intéressante aussi. ouais, M'entraîner, comme si on allait courir un marathon et du coup, ouais, il fallait qu'on s'entraîne avant. Il fallait qu'on s'échauffe avec des gens, avec des brouillons, quoi. oui, 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 Mais, oui, c'est ça». je Mais les connais, je les connais, ceux-là. Euh, je voulais que tu me parles un petit peu, le temps passe à une vitesse incroyable. Je pense que ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Et j'avais vraiment envie que tu me parles aussi de ton quotidien d'entrepreneur. Tu as dit deux choses intéressantes. D'abord, tu as dit justement que tu ne voulais pas être ce type d'entrepreneur qui travaillait 10 heures par jour. mmh, Ça, c'est un point qui est, selon moi, intéressant. Et tu as dit une deuxième chose, justement, que tu choisissais tes clients. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, justement? Oui, alors sur le fait de travailler, enfin sur mon rythme de travail, si on en arrivait à vraiment se reconnecter à la nature, si on ramène, à notre échelle à nous le temps, où la nature est vraiment productive. Déjà, est-ce que ça te parle si je te dis, la nature, elle est vraiment productive? Tu me dirais, elle est productive quand, toi? La journée? Non, elle est productive au printemps. Ok. C'est-à-dire que le seul moment où la nature est vraiment productive, c'est au printemps, en fait. Tu vois, il y Ok. a vraiment la montée de la sève, on est vraiment sur une énergie d'expansion à ce moment-là. Donc c'est le seul moment où la nature est productive. Donc sur une saison sur 4 quand même, hein. Donc si on Mm. ramène ça à notre échelle, à nous, en termes de journée, ça voudrait dire qu'en fait, en réalité, on ne doit pas être en activité et en production plus de 6 heures par jour. Ça, pour moi, c'est se reconnecter à un rythme naturel. Donc, les 6 Et heures par jour, c'est un peu ton printemps biologique, quoi. ben, ouais, mais c'est alors j'arrive pas totalement à, mais je te jure, depuis que j'ai découvert ça, moi, ça a révolutionné ma vision des choses Mm. et c'est de se rendre compte que dans la production, il y a plein d'autres choses qui ne font pas partie des moments où j'œuvre pour Cozy Casbah. Mm. C'est que quand je suis en train, je sais pas moi, de créer, imaginons, j'organise une fête et je suis en train d'organiser tout ça, de créer les invitations et tout, bah, en fait, je suis en pleine production à ce moment-là. La productivité, bien sûr. Ouais. Donc, la productivité n'est pas, forcément liée à mon activité professionnelle. Elle peut être liée à plein d'autres choses. Mm. Donc ça pour Et moi, c'est dans les horaires de bureau, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, ça me ouais, fait vas-y, penser à vas-y. ça. Et moi, tu vois, j'étais commerciale itinérante et ce que j'aimais vraiment dans ce métier, c'est justement la liberté de choisir mes horaires et d'être focus et d'être le plus efficace possible, parce que pour le coup, j'étais à la recherche de l'efficacité extrême dans des horaires qui m'arrangeaient. Entre parenthèses, pas forcément le matin. Et en fait, après, j'ai eu un emploi salarié où pour moi, c'était hyper dur de me dire, punaise, mais 8 heures par jour, il faut que je sois sur cette chaise, sur ce bureau où je sais qu'il y a des moments où c'est mou, où j'y arrive pas, où mon cerveau est complètement déconnecté, quoi.
Et ces 6 heures par jour, justement, ça me parle parce que même en tant qu'entrepreneur, des fois, j'ai des journées qui sont en termes de volume horaire plutôt court, mais où j'ai l'impression que mon cerveau a bouillonné, où j'ai fait plein de trucs, où j'ai été hyper productif, mais parce que je me suis écoutée et que je suis allée justement chercher les moments où j'étais le plus efficace, où je travaillais avec passion et pas juste zoner sur ton ordinateur et quitter le bureau à 18h30 parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et au final, avoir passé je sais pas, 2 heures de ta journée à être vraiment productif et vraiment efficace. Bah, c'est complètement ça. Mmh. Je ne sais plus quel grand maître, yogi, dit, que, à chaque fois qu'il a quelque chose à faire, il médite 2 fois plus, en fait. Bah, Ouais. parce qu'en réalité, si je ne prends pas le temps du repos, ça ne peut pas fonctionner. Quand j'ai fait mon bilan entre 2021 et 2022, j'ai eu la question à un moment qui est arrivée, «Qu'est-ce que vous procrastinez, Léa?» Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, ce que je procrastine, c'est mes temps de repos». Le truc que je remets tout le temps au lendemain, c'est mes temps de repos, en réalité. J'ai toujours une bonne excuse pour en faire plus et ça, je l'ai expérimenté, là, ça fait 1 an que Cosy Casbah, existe. Ça a été une année très enrichissante, mais pour me montrer à quel point alors je suis experte en, me rajouter des trucs à faire qui servent à rien, quoi. Parce que ça me donne l'impression de faire et du Il y coup, a en un réalité, c'est pas viable, ni pour mmh, mon cerveau, ni pour mon corps et j'allais dire d'autant plus quand on est une femme. Moi, j'ai des périodes, dans le mois où alors c'est pas tous les mois, c'est pas, voilà, mais il m'arrive par moment de me sentir enfin, d'accueillir plus de fatigue à ce moment-là, de sentir, bah, voilà, soit des douleurs de ventre, soit, et bah, c'est des moments où je vais pas pouvoir être aussi, productive, que prévu. Enfin, moi, dans mon agenda, tu retrouves mon SPM, mes prévisions de règles et mes pleines lunes, enfin les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et je note mmh, tout ça. Parce que sur un lendemain de pleine lune ou sur une phase de pleine lune, je sais que je peux faire une insomnie. Je fais quoi si j'ai calé un rendez-vous le lendemain? J'arrive comme ça? Enfin, je peux pas en fait. Et ça, je le prends en compte. Je le prends en compte et c'est de ma responsabilité de le prendre en compte. Oui, si je n'œuvre pas pour Cosy Casbah, personne ne le fait. Mais si je ne prends pas de repos et de vacances pour enfin, dans Cosy Casbah, personne ne le fait non plus. mmh. Le juste alignement et équilibre entre les deux, quoi. Ouais, et puis cet aspect féminin cyclique, enfin, c'est aussi prouvé, accessoirement, mais scientifiquement, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des moments dans le mois où on a moins d'énergie, c'est prouvé, donc mais il y a quelque chose en coaching qui s'appelle les drivers et ce dont tu parles, le driver, enfin, ça peut faire écho au driver qui s'appelle fais des efforts, où justement on a l'impression qu'on doit en faire plus pour que ce soit bien. Et en fait, on se retrouve à faire des choses, comme tu dis, qui sont complètement inutiles. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois parce que justement, juste le fait d'avoir l'impression de faire quelque chose et de ne pas rien faire, bah, ça nous donne cette impression de journée un petit peu plus remplie, qu'on mérite aussi de se reposer. Il y a cet aspect aussi de mériter, justement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais des fois, quand on n'en fait pas assez, ou selon nous, selon nos propres règles, pardon, l'impression de ne pas en avoir fait assez, on se dit, OK, je ne mérite pas de me reposer, je ne mérite pas de prendre des vacances, je ne mérite pas de prendre soin de soi. Et ça, c'est intéressant justement de travailler sur ce driver. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus, qu'il faut que je fasse des efforts pour mériter ces temps de repos. C'est du bien une fois qu'on identifie, Ouais, ça c'est déjà commence un grand pas, je trouve, de l'identifier. Et, ouais, et du coup, le fait de choisir tes clients, ouais, donc tu nous en as un petit peu dit, c'est quelque chose qui est important pour toi justement de ne pas travailler avec des gens avec qui tu ne te sens pas forcément aligné. ouais, complètement. Bah, puis c'est, enfin, encore une fois, si j'ai fait cette expérience de la reconversion, c'est pour gagner en confort de vie. Hem, Tu vois, je choisis mes clients, mais autant que mes partenaires. J'avais un partenaire avec une grande enseigne, de bricolage, jusqu'en décembre et auquel, j'ai mis fin, moi, au partenariat. Donc ça a semblé ahurissant à tout le monde. Mais sauf qu'à un moment, quel est pour moi l'intérêt de continuer un partenariat qui,
qui ne m'apporte rien, en fait, qui n'est pas nourrissant pour moi, qui va me prendre de l'énergie, finalement. C'est pareil pour le client, c'est pareil pour le partenaire. Pour le client, on va aller au plus simple. Ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai un client, souvent on peut estimer que le client est roi, que c'est grâce au client que l'entreprise existe. Oui, oui, c'est grâce au client nourricier que l'entreprise existe. Par contre, c'est des gens les gens avec qui ça se passe bien, c'est que moi je vais leur, fournir une prestation, qui va leur permettre d'atteindre leur objectif, heu de se sentir bien à la maison. Et en échange du fait que moi, je leur fournis cette prestation, ils me payent. Donc il y a bien un échange entre nous, qui fonctionne. Avec un client avec qui ça ne fonctionne pas, donc moi je vais lui fournir tout ce que je sais et connais pour qu'il ou elle obtienne, le bien-être à la maison. Enfin obtienne, ce mot ne me plaît pas vraiment, mais en tout cas qu'il arrive à ressentir plutôt, voilà, le bien-être à la maison. Et donc cette personne va me payer en échange, donc on a cet échange. Par contre, avec cette personne-là, il va me prendre la tête sur tout, il va rechigner peut-être sur les paiements. De toute façon, ce que je vais lui dire ne va jamais fonctionner. Et puis, en fait, ça va être, donc en plus, moi, de lui donner, mes conseils, je vais probablement lui donner de l'énergie. Mais du coup, j'aurai rien en retour, à part de lui, il va me saouler, tu vois? Donc, ce principe d'échange pour moi entre un client et un prestataire, quel qu'il soit, il est hyper important. Et si à un moment je sens qu'avec cette personne, l'échange il ne sera pas juste, pas équitable, pas éthique, et ben en fait, on j'y vais pas. Enfin, vraiment, je dis non, je remets, et puis là, il y a moult manières pour le faire, genre, je suis complète en ce moment, je fais pas ce type de demande, enfin, tu sais, tu laisses ça à l'univers. L'univers, il va traiter avec ces gens, hein, enfin. Et justement, tu dirais quoi à un jeune ou une jeune entrepreneur qui se lance? Parce qu'il y a, enfin, on va pas se mentir, il y a quand même la contrainte financière, surtout au début où on a l'impression, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont se retrouver dans ce que je dis, qui ont l'impression qu'il faut qu'ils acceptent le plus de trucs possible finalement, le plus de clients. Quand je dis de trucs, c'est de clients et de projets, parce que pour pouvoir lancer son entreprise, pour pouvoir, gagner en expérience et évidemment pour pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent obligé de tout accepter à n'importe quel prix, parce que justement il démarre dans son entreprise et il se sent pas légitime de dire non? Eh ben, je vais redire un truc que j'ai dit tout à l'heure, soyez accompagnés. Parce qu'en fait, je sais à quel point on peut être, à la recherche de ce type de conseil-là. Mais moi, là, si je donne un conseil aujourd'hui, je vais le donner à partir de mon expérience. Mmh. Je suis pas coach, je suis pas, comment dire? Je suis pas neutre, en fait, dans la situation puisque j'ai mon vécu. Et souvent d'être accompagné par des personnes neutres et extérieures à notre situation, c'est ces personnes-là qui vont nous permettre de pouvoir voir, en fait, OK, c'est quoi tes capacités financières aujourd'hui? Dans quelle situation tu es? Est-ce que tu es propriétaire, locataire? Enfin, tu vois? D'avoir une personne qui permette, donc en fait, mon conseil, c'est ça, c'est de trouver les personnes qui vont, vous permettre d'avoir un maximum de recul, sur votre expérience et qui vont vous dire: «En fait, est-ce que là, c'est viable? Est-ce que c'est safe? Est-ce que est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est possible que ça fonctionne comme ça? Ou est-ce que non, là, par contre, vous êtes en train de vous mettre en danger?» Toi, tu dirais que l'accompagnement que tu as eu justement, ça t'a évité des erreurs de début? Ouais, complètement. Et pour te dire, une fois même, c'est mon comptable qui m'a dit: «Mais regarde là, Léa, ta situation financière personnelle, regarde ça, regarde» parce que, j'ai plus de droits au chômage, actuellement, et ce depuis juin. Et qui m'a dit, Ah oui. ouais, ouais, depuis juin, moi enfin voilà, forcément, ça a pris du temps la reconversion, donc ça s'est arrêté. Et avant que ça s'arrête, je disais: «Bah voilà, je suis un petit peu inquiète, comment je vais faire?» Et du coup, il a regardé, mais factuellement. Donc être accompagné, il y a le plan coaching qui est pour moi essentiel, parce que, je suis aussi passée par là et que ça m'a fait beaucoup de bien.
Mais il y a d'autres plans. Enfin, si on a un bon conseiller à la banque, ce qui n'est pas mon cas, j'espère qu'elle n'écoutera pas, mais ce qui n'est pas mon cas. Si on a un bon comptable, par contre, ce qui est mon cas, si on a, moi, je suis aussi accompagnée par une asso, par ailleurs. Enfin, tu vois, si on a des personnes, déjà ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier et que moi, quand le comptable, il m'a juste permis de prendre conscience qu'en fait, là, j'étais safe. Ah bah, je suis safe en fait, d'accord. Enfin, tu vois? Mais moi toute seule, comme j'étais en train de m'empêtrer dans mes trucs, et que lui, il est comptable, donc il a regardé chiffres, quoi. Quand j'ai eu mon premier bilan comptable et qu'il m'a dit, moi je me disais: «Oh là là, il va m'engueuler, j'ai pas fait rentrer assez d'argent, je suis excédent, enfin je suis déficitaire, sur ma première année». Je suis venue, il m'a dit: «Ouh là là, mais c'est normal. Tu crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui leur c'est en sachant que je suis en EURL. «Tu crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui leur première année font, des excédents?» Je dis: «Bah, je te le dis, pour en avoir beaucoup moi, dont je fais les bilans comptables, non, en fait». «Ah d'accord». Enfin, tu vois? Ça permet juste de relativiser, en fait. Des «Ah fois, on a une d'accord». vision un peu où on se sent infantilisé, mais nous, hein, ça vient de nous-mêmes. Quand on va voir le banquier, quand on va voir le comptable, on se dit oh là là, il va me gronder, il va me taper avec sa règle sur les bouts des doigts parce que j'ai pas été assez sage. Mais c'est marrant parce que ce sentiment, j'ai aussi pu le ressentir. Et au-delà de se faire accompagner, je pense que ce que tu es en train de dire aussi, c'est peut-être de s'entourer en fait. Juste s'entourer de professionnels et de personnes en qui on a confiance, c'est hyper important. Et parfois, on se dit justement, je suis en démarrage d'activité, il me faut des clients, il me faut de l'argent tout de suite, il me faut des rentrées d'argent. Et du coup, on peut avoir du mal à investir Mais surtout d'invertir. dans des prestataires externes qui sont experts dans leur domaine, en fait, et qui ont une vraie expertise à nous apporter, parce que clairement, quand on est entrepreneur, on doit tout faire tout seul. Ou Et du moins, c'est ce moi qu'on se dit. ouais. Et du coup, on ne peut pas tout faire tout seul et on ne peut pas tout bien faire tout seul. C'est juste impossible. Et c'est parfois dur à accepter de se dire, OK, en fait, là, moi, c'est peut-être un investissement tout de suite, c'est peut-être un investissement important, mais c'est pour le bien-être de ma société et de façon avec une vision long terme, avec une vision pérenne. Et parfois, c'est compliqué parce que justement, on est dans l'urgence, on a envie de tout faire tout seul, on a envie de faire ça vite. Et ce n'est pas forcément facile à intégrer cet aspect d'entourage. Ouais. Et puis, enfin, ce que je rajouterais à ce que tu dis, pour compléter, c'est qu'en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est investir. Premièrement, c'est vraiment, faut se rendre compte de ça, c'est qu'on fait un investissement, Mmh, mais au-delà du financier, on investit sur soi. mmh. C'est la première chose que je fais quand j'investis dans mon entreprise, c'est que j'investis sur moi. Si je veux que des gens croient dans mon projet, il faut que je sois la première personne, entre guillemets, à y croire. Si moi-même, j'investis pas sur moi, bah, qui va venir investir sur mon entreprise aussi, quoi? Et de façon pratico-pratique, est-ce que tu avais un budget prédéfini sur le côté investissement sur soi? Non, moi, Non? je suis je suis, je suis une grande consommatrice, pas de biens ni de matériel et de tout ce qui va être, investissement sur soi. Enfin, moi, s'il y a un engagement que j'ai pris, il y a de ça quelques années et pour des raisons, qui sont loin d'être agréables, je me suis dit: enfin, je m'engage à mes côtés à être le mieux possible et à me sentir le mieux possible». C'est ça que j'entends et donc du coup, bah, j'ai investi, depuis, je sais pas, peut-être depuis plus de 15 ans, heu de l'argent, du temps, de l'énergie, pour, bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, le moment où je me dis: «Je vais aller faire des soirées entre femmes», bah, c'est des soirées payantes. Enfin, c'est un moment où je touche un salaire, non, je touche pas un salaire, où je touche une allocation, Pôle emploi. Enfin, je roule pas sur l'or à ce moment-là. Je roule toujours pas sur l'or d'ailleurs, mais juste, en fait, je m'en fous. Si je dois investir, je le fais. Je me souviens Tu d'une jamais ce moment d'hésitation, oh là là, c'est trop cher. Si ça te fait envie et que tu sens que c'est bon pour toi, tu y vas. ah ouais, c'est ça. Et tu l'as déjà regretté? Non, Comme des jamais. fois quand tu achètes un truc trop cher, mais du coup, tu vas au coup de cœur et tu l'achètes et tu te dis, oh bon, c'était un peu cher quand même et je le porte pas tant que ça.
Est-ce que tu Ouais. as déjà regretté de te dire, vas-y, j'ai investi, je sais pas, dans un week-end ou quelque chose où tu l'as acheté au coup de cœur et tu l'as regretté? Ouais. Non, parce que tu vois, Je me j'ai doutais même de fait ta des réponse. hein? Je me doutais de la réponse. Ouais, ouais. Et non, mais parce que j'ai fait là, par exemple, sur l'entreprise, j'ai fait des investissements, hem, de merde au début de Cosy Casbah, en fait. Enfin, tu vois, j'ai payé des articles de presse, j'ai payé, enfin, c'est principalement de la publicité, que j'ai pu payer. Hem, je sais pas, j'ai dû investir peut-être, 8 000 € en tout, sur différents postes, hein, Mmh. qui m'ont apporté, donc là, 1 an d'entreprise, 0 €. Donc ça, c'est vraiment des investissements pourris, tu vois? Mais comment j'aurais pu le savoir si je ne l'avais pas fait? C'est-à-dire que dans ces investissements perdus que j'ai faits, et ben, au milieu de tout ça, il y a eu aussi des choses intéressantes. C'est de L'expérience, l'apprentissage enfin, en finalement. fait, moi, j'ai investi dans mon expérience. Mmh. C'est-à-dire que, bah, oui, oui, ça a été un investissement perdu qui aurait pu être plus réfléchi. Bah, je pense que quand on est dans des entreprises ou dans des coopératives, où il y a des choix qui se font de manière collégiale, et ben, on peut confronter un peu ses idées. Moi, aujourd'hui, si je confronte mes idées, c'est à mon mari, à mes parents, à mes amis, mais qui sont enfin, ils ont pas un pied dans mon entreprise, en fait. Donc voilà, des fois, j'ai fait des choix, malgré le fait que je sois entourée, que je sois accompagnée, j'ai pu faire des choix qui étaient enfin, j'ai des choix et du coup des investissements, qui n'ont rien apporté à Cosy Canva. Et ben, je me dis que ça me reviendra avec 3 € derrière un jour, tu vois? Donc Bah, c'est ça, ça a rien apporté à court terme en tout cas. Mais ouais. au fond, ça t'a quand même, comme tu dis, apporté, de l'expérience et puis de l'apprentissage. Et on en parlait dans le dernier podcast, c'est une super école pour ça, l'entrepreneuriat. C'est parce que, bah, tu apprends en fait. Tu apprends et tu te plantes. Et je pense que, bon, je dis ça sans le savoir, mais je pense qu'un entrepreneur qui ne s'est pas planté, ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne s'est pas planté, qui n'a pas fait d'erreur, c'est comme dans la vie. On se plante tous, on a tous nos défauts, on fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et je te remercie de dire ça parce que j'aime beaucoup, prendre cette expression-là. Est-ce que tu entends ce que ça veut dire se planter? Moi qui aime beaucoup faire de liens avec la nature, Ouais, c'est, je me être dans plante. un ouais, ouais. Je me plante, en fait. Enfin, un Mmh. moment pour qu'une graine germe, devienne une fleur ou un arbre, il faut que je la plante. Et ben, je pense que ça fait un super mot de la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parfait. C'était, hyper enrichissant en tout cas et j'ai hâte de voir combien de temps on est restés ensemble. Certainement plus que 40 minutes, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, d'échanger avec toi et de voir un peu toutes les facettes de ton parcours, puis aussi ta vision un petit peu de la décoration, de l'harmonisation. C'était vraiment chouette, donc merci beaucoup Léa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, donc OK. sous le nom Cosy Casbah, donc COSYCASBAH. Et puis voilà et donc autour de Lyon principalement, pour le Tu moment. prends des projets à distance ou pas? Je t'ai pas posé Alors, cette question. c'est moi je préfère quand même être en présentiel, OK. heu, voilà, mais après chaque, projet s'étudie, enfin il y a plein de possibilités. Donc je peux me déplacer en tout cas. OK, super, c'est noté. Donc tous les liens, de tes réseaux, de ton site seront en barre d'infos, j'adore dire ça. Et puis, bah, je te remercie, je te souhaite une très belle fin de journée et puis nous, on se retrouve pour l'épisode 3 du podcast Restart. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Ciao. Merci, salut. Salut.